Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow. Aujourd'hui est un épisode très spécial. Nous sommes le 6 décembre et le youtubeur Norman vient d'être placé en garde à vue pour corruption de mineurs. En juin dernier, j'ai rencontré Maggie Desmarais, une jeune femme québécoise qui a dénoncé publiquement les agissements de Norman et qui a porté plainte contre lui. Dans cet épisode, elle raconte son histoire avec Norman, la manipulation qu'il a exercée sur elle alors qu'elle était mineure et qu'il était 2 fois plus âgé qu'elle. Il en faut du courage pour raconter ses souvenirs encore difficiles. C'était d'ailleurs la première fois que Maggie enregistrait un podcast et son stress se ressent parfois. Pourtant, son témoignage est d'utilité publique, pour dénoncer les hommes puissants qui profitent de leur influence pour manipuler des jeunes plus vulnérables et pour briser l'omerta de la silenciation des victimes. Je vous laisse tout de suite rejoindre mon entretien avec Maggie. Bonne écoute! Bonjour Maggie. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ouais, ça va bien. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent? Oui, je m'appelle Maggie Desmarais, j'ai 21 ans, mais je crois que quand ça va sortir, je devrais avoir 22 ans. Ouais. Mais je suis québécoise, donc je viens du Québec et j'habite à Montréal. Puis là, je suis en vacances à Nantes, Ouais. chez toi. Donc, je passe un mois en France. Donc, c'est ça. Sinon, je suis étudiante. Je viens de terminer la première partie de mes études. Je risque de travailler pour la prochaine année, puis je vais probablement retourner à l'université en sexologie l'année après. Trop bien. Ouais. Trop cool. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? C'est quoi un peu tes passions? J'aime beaucoup la photo. Sinon, les voyages, évidemment. J'aime quand même tout ce qui est militantisme, donc genre suivre des actus féministes. Puis c'est pas mal ça. Je dirais que j'aime aussi le dessin, écrire, tout ce qui est artistique en général. Ok, super. Alors du coup, tu es là à Nantes et dans mon podcast pour venir parler de l'histoire que tu as vécue avec Norman, donc le youtubeur français qu'on connaît sous le nom de Norman fait des vidéos, donc un des plus gros youtubeurs français. Donc pour commencer, pour nous donner un petit peu de contexte, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as connu Norman déjà avant de lui parler juste en tant que youtubeur? Est-ce que c'était quelqu'un que tu suivais? Ouais, je crois qu'il est quand même assez connu au Québec, peut-être un peu moins qu'en France, mais il est quand même assez connu comme dans les grands youtubeurs dans ce temps-là, parce qu'aujourd'hui c'est autre chose. Mais oui, donc je l'ai connu un peu comme tout le monde, je crois, avec ses vidéos style un peu devant la caméra, dans son appartement, avec ses petits sketchs, puis tout ça. Puis c'était le genre de choses qu'on parlait entre amis, puis c'est comme ça que je l'ai découvert, en regardant ses vidéos sur YouTube. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous en êtes venus à échanger ensemble? Comment est-ce que ça s'est passé? Toi, t'avais quel âge quand ça a commencé? Ouais. J'avais 16 ans quand j'ai commencé quand on a commencé à avoir qu'on s'est parlé. Donc, c'était sur Snapchat. J'avais envoyé une photo avec mon chat. On va être sûr qu'on comprenne. Puis c'est ça, j'avais écrit, je sais plus c'était quoi, c'était quelque chose du genre salut de tes 2 fans du Québec, genre en parlant de moi et mon chat ou un truc comme ça, je me souviens plus, mais vraiment très banal, là. Je pensais jamais qu'elle allait recevoir ça, c'était vraiment comme un petit délire de jeunesse, là. Ouais. Puis à ma surprise, finalement, il l'a reçu, là. Quand j'ai envoyé le message, j'ai vu que ça avait été distribué, je me disais oh là là, il va voir ça. Puis à ma grande surprise, c'est ça, je suis allée me coucher, puis le lendemain, il m'avait répondu. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à se parler, puisqu'il a répondu à mon petit message banal de Snapchat. Et du coup, quand il a commencé à te parler, lui, il avait quel âge, du coup? Donc toi, t'avais 16 ans? Je suis plus certaine s'il avait 30 ou 31 ans, mais il avait dans la trentaine, en tout cas. Mais je suis plus certaine. Je crois qu'il avait peut-être 30 ans à ce moment-là. Donc c'est ça. Puis moi, j'avais 16 ans, comme je l'ai dit plus tôt. Et puis comment ça s'est déroulé, en fait, ce début de conversation? Comment ça a évolué? Il était très, très gentil et je dirais même attentionné et intéressé. Genre, c'était... il me questionnait sur ce que je faisais dans la vie. Évidemment, j'étais étudiante, vu que j'avais 16 ans.
Mais vraiment, il s'intéressait à genre si j'avais des petits chats, genre, puis il me parlait de son chat à lui. Tu sais, il restait très très simple dans les débuts, mais rapidement, il est quand même assez devenu dragueur, je dirais. Là, c'était vraiment des compliments, de me dire que je suis jolie. Puis ben déjà, je crois que le premier message qu'il m'avait envoyé, il m'avait répondu genre c'est une belle surprise au réveil de voir ta bouille genre comme ça, puis moi j'étais juste désorientée, je comprenais pas trop pourquoi qu'il me répondait déjà de base. Euh, mais ouais, je croyais vivre un peu un rêve, mais j'avoue que j'étais comme un peu mal à l'aise quand quand ça commençait à devenir de la drague, mais je savais pas comment réagir, en fait, parce que je pensais vivre un peu un rêve. Puis là, la personne que je pensais jamais qu'elle allait me répondre est en train de me draguer. Moi, qui a 16 ans, qui connaît absolument rien à la drague et qui a pratiquement aucune expérience en relation amoureuse ou peu importe quel type de relation. Donc ouais, c'était tout nouveau, puis c'était surtout bizarre vu la situation. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là en te disant justement, bah, moi, je suis une jeune de 16 ans au Québec et je suis en train de... Enfin, en fait, il y a un YouTuber français qui est quand même une personnalité publique qui est en train de me parler et de me draguer. Ouais. Comment est-ce que tu te ressentais, toi? Ben, à ce moment-là, je croyais que j'avais beaucoup de chance. Je me disais, c'est incroyable, je dois être une des seules à qui il fait ça. Il doit avoir une vie occupée. Pourquoi il prend la peine de parler à moi, qui est super loin en plus? Qu'est-ce que je peux avoir de plus que les autres? Je suis juste une étudiante... comment vous dites ici, lambda, genre. Ouais. Puis c'est ça, je voyais pas, tu sais, j'étais vraiment, c'était de la joie, puis en même temps, je me sentais chanceuse, mais c'est pas resté comme ça, c'est pas resté comme ça longtemps, mais c'était vraiment comme ça que je me sentais dans les débuts, je me sentais spéciale, c'est vraiment ça. Et justement, à ce moment-là, toi, ça t'avait pas alerté la différence d'âge? Tu te disais juste, bah, il veut être gentil avec une de ses fans québécoises? Oui, c'est ça. Ben, je me disais, au début aussi, vu que c'est con, mais parfois on y pense pas, mais je me disais, bon, peut-être que vu qu'il est français, c'est différent là-bas, ils sont peut-être juste un peu plus dragueurs dans leur façon de parler. J'avais aucune idée. J'avais jamais vraiment parlé avec des Français avant. Donc, je me suis dit, je m'en suis pas trop fait dans les débuts. Puis, l'âge au début, c'est sûr que c'est pour ça que dans ces premières demandes qui étaient un peu plus comment qu'on peut dire intime, c'est sûr que j'étais très très réticente, ben de un parce que je m'y connaissais pas du tout là-dedans, de deux parce que pour moi j'avais envie qu'il soit genre mon meilleur ami, genre un peu, mais aucunement aller plus loin à ce moment-là, genre pour moi, c'était mon idole, donc c'était cool de lui parler, mais sérieusement, je pensais pas que ça allait durer autant longtemps parce on a échangé pendant 9 mois. C'est fou, là, je pensais jamais que ça allait durer aussi longtemps. Quand il m'avait répondu, ben déjà, j'étais heureuse, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait donné tout ça, puis pendant autant longtemps aussi. Et justement, tu parles de aller plus loin, etc. Quand est-ce que les choses, elles ont commencé à dérailler et genre, comment est-ce que ça a évolué, cette relation? Ben, j'ai l'impression que ce qui a pu, je vais pas dire faciliter, mais ce qui l'a peut-être avantagé, c'est que avec le décalage horaire, pour lui, quand c'était le soir, quand il était très très tard, ben pour moi, il était encore tôt, ce qui faisait que c'était quand même favorable pour lui de me parler. Il pouvait me parler à 3 heures du matin, puis pour moi, ben je pouvais encore lui répondre parce que il était encore tôt chez moi. Donc, c'était souvent... comment ça a commencé, là? C'était souvent des photos de lui... tu sais, genre torse nu, couché dans son lit, puis tu sais, vraiment comme des petits airs, je sais pas comment dire, là, genre coquins un peu, là, tu sais, clairement que c'était subjectif, puis moi, je portais toujours des grands chandails, des grands pulls, genre, puis souvent, il me disait, mais pourquoi tu portes tout le temps autant de vêtements, hein? Pourquoi que... Puis il me disait, tu vois, moi, je suis pas gênée, genre, moi, je suis torse nu, pourquoi toi, tu fais pas la même chose? Donc, c'était beaucoup des demandes comme ça, puis à un moment donné, tu sais, je lui ai carrément dit... Ben, la première fois, je crois que j'avais envoyé comme une photo en débardeur, genre. Puis c'était beaucoup pour lui parce que ben, déjà, j'ai une forte poitrine, donc et aussitôt que je porte un débardeur, c'est déjà, on dirait déjà que c'est osé. Mais déjà, pour lui, ça avait l'air d'être beaucoup. Ben, beaucoup. Dans le sens que c'était déjà énorme pour moi de faire ça parce que je portais tout le temps des grands chandails sur moi. C'était comme le compromis que j'avais fait parce qu'il arrêtait pas de me demander. Donc, j'avais envoyé une photo de moi en débardeur. Puis
ça s'est comme juste jamais arrêté. C'était comme, ah, ben, sans le débardeur, ah, puis sans le soutif, ah, puis sans la culotte. Tu sais, c'était toujours plus, puis c'était comme si c'était jamais assez. Puis, puis ouais, si ça faisait pas son affaire, ben, il sortait le, ah, ben, je vais te supprimer. Puis avant de me dire directement que c'était me supprimer, ben, des fois, c'était genre, il me laissait des vues, ou, tu sais, où je voyais que il s'intéressait moins à ma vie normale, puis c'était plus comme mon corps, ou justement mon âge, parce que ça avait l'air j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un peu une obsession sur le fait que j'étais jeune. J'avais l'impression qu'il aimait le fait qu'il avait l'impression que je pouvais tout faire pour lui, parce que j'étais une fan. Genre, tu sais, il sortait souvent le, oui, mais je suis Norman, genre, tu peux pas, tu sais, j'avais l'impression qu'il jouait beaucoup de sa personne, de sa personnalité qu'il était, puis il savait que ça avait une influence sur moi directement. Là. Et toi, à ce moment-là, justement, tu dis que t'étais réticente à lui en envoyer toujours plus, etc. Comment est-ce que tu te sentais? Tu te sentais un peu piégée? Tu t'avais peur de ce qui allait se passer? Qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur de toi? Ouais. Ben, en soi, moi, pendant mon adolescence, j'ai beaucoup déménagé. Donc, déjà, j'avais pas beaucoup de, tu sais, j'avais des amis, mais j'avais pas de relation forte avec des gens. Puis j'ai l'impression que c'est souvent le cas pour les victimes d'un peu la même chose que moi. Souvent, on est déjà un peu isolé, ce qui fait qu'on a l'impression que la personne à qui on parle, c'est notre monde, que c'est tout notre univers. Puis c'était un peu ça que je ressentais. Donc, je me sentais piégée, oui, parce que j'avais l'impression que c'était ça qui m'amenait le plus de joie. Puis évidemment, à chaque fois que je voyais son nom s'afficher sur mon téléphone, ça faisait ma journée à chaque fois. C'était très spécial, mais c'était très malsain aussi. Puis, ouais, je me sentais... c'est le bon mot que tu as utilisé. Piégée, c'est vraiment ça, parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de lui pour aller bien, genre. Parce que ça me faisait me sentir bien de lui parler, puis il me faisait me sentir spéciale. Donc déjà, ça augmentait mon estime de moi, qui était très faible à ce moment-là de ma vie. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il a vraiment joué de mon estime de moi en même temps pour la remonter. Puis évidemment, à force de se parler, ben j'y avais parlé un peu de mes complexes, tu sais, puis autre que lui dire que j'étais pas à l'aise parce que, ben vu l'âge, puis vu que j'avais jamais fait ça. Mais tu sais, à un moment, je lui ai dit aussi que j'étais pas à l'aise parce que je suis pas à l'aise avec mon corps, parce que je suis pas à l'aise à cause de mes complexes. Puis il était toujours là pour me dire « Oh non, mais tu sais, moi, je les aime, tes rondeurs. Moi, j'aime ça de toi. J'aime... » Donc, c'était une façon pour lui de vraiment me rassurer. Puis c'était un peu comme si je vivais mes premières fois de ça, mais avec quelqu'un que j'avais l'impression de connaître depuis longtemps parce que je le voyais dans ses vidéos. Puis que là, en plus, c'était quelque chose qui était privilégié parce qu'il y avait vraiment l'air de se préoccuper de mes besoins puis de ce que je ressentais à un certain moment qui n'a pas duré longtemps, mais qui était quand même là assez pour créer un lien de confiance assez rapidement. Et toi, du coup, tu t'en parlais pas du tout autour de toi du fait que tu parlais, enfin, que tu avais une sorte de relation avec Norman? Ben, j'en ai parlé avec mes amis puis ma famille. Je leur ai dit, mais je leur ai pas dit qu'il y avait de la drague. Tu sais, moi, ce que je leur disais, c'était que, wow, j'avais parlé avec mon idole, puis eux se demandaient aussi, mais qu'est-ce que vous avez tant à dire? Surtout ma famille, mes amis, eux, se questionnaient un peu moins, mais ma famille, surtout, tu sais là, mais pourquoi qu'il t'écrit encore? Genre, tu sais, moi, je croyais, ma famille me disait, je croyais qu'elle allait juste comme répondre à ton message, faire coucou, puis c'était tout. Mais là, ça s'arrêtait pas, puis c'est ça, ma famille et mes amis savaient déjà que j'étais fan de lui, comme je crois qu'un an avant ou quelques mois avant, il avait fait un truc genre j'ouvre vos colis ou un truc comme ça. Tout le monde savait que j'avais envoyé un colis puis que j'avais économisé mon petit argent pour envoyer un colis international avec avec un petit toutou puis des bonbons du Canada, genre tu sais des petits trucs comme ça. Puis tout le monde savait que j'étais vraiment fan de lui à ce moment-là. J'étais plus jeune aussi là quand il y avait le truc des colis, mais c'était sûr qu'il savait, mais il savait pas le côté malsain de la chose. Il savait pas qu'on avait des discussions plus intimes, disons, puis les demandes exagérées qu'il pouvait me faire. Ça, c'était pas... ça, les gens le savaient pas, mais quand même, tu sais, mes amis me disaient, ben c'est cool qu'il te parle, mais genre, tu sais qu'il a 31 ans, genre 30 ans. Puis... c'est ça, tu sais, mes amis se questionnaient, mais en même temps, je crois qu'ils le réalisaient pas non plus parce que je pense qu'à ce moment-là, ils auraient bien aimé être à ma place aussi. On se disait tous à quel point que c'était cool de pouvoir parler avec quelqu'un comme lui à ce moment-là. Là, donc, Et du coup, à l'époque, tu pensais que t'étais la seule à qui il parlait comme ça? Il te faisait croire que t'étais la seule qui avait de l'importance dans sa vie? Oui, ben, c'était un peu... c'était compliqué parce que je crois qu'à ce moment-là, il y a un certain moment, je me souviens plus c'est quand... je suis le FBI pour rechercher les trucs, puis j'avais trouvé un article où je sais plus trop
ou que j'avais vu qu'il fréquentait Martha, ou il l'avait tagué quelque part, je sais pas trop. Je savais pas s'ils se fréquentaient, mais bref, je savais qu'ils s'étaient vus, puis je lui en avais parlé, je me souviens d'avoir dit « Ah, j'ai vu passer Martha, mais c'était vraiment pas public à ce moment-là, là, pas du tout. » Puis il dit « Ah, arrête de poser des questions, non, j'ai pas de meuf, oui, t'es importante pour moi, non, là, je me dérange pas. » Tu sais, c'était vraiment comme si mes questions le dérangeaient chaque fois que pouvais me questionner sur quelque chose. Mais non, clairement, je croyais être la seule, mais en même temps, je croyais pas vivre une relation quelconque, là. Je savais que c'était quelque chose de plus que juste fan idole, mais je croyais vraiment pas vivre une relation amoureuse non plus, là. C'était vraiment... j'avais conscience que c'était pas ça. Mais oui, je croyais être la seule qui avait ce lien privilégié-là. On se parlait sur Snapchat, puis pour ceux qui s'y connaissent un peu, quand il y a un cœur jaune qui apparaît à côté, ça veut dire que t'es comme la seule personne qui parle avec l'autre. Puis ce cœur jaune-là, on l'a eu pendant tellement longtemps. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il parle à personne sur Snapchat pour qu'on ait ça. Puis on parlait quand même souvent, mais il y a des journées qu'on parlait pas. Puis cette petite emoji-là qui qualifiait l'amitié Snapchat virtuelle restait là. Donc, moi, je me suis dit, OK, même l'application le dit que je suis la seule. Puis finalement, quand j'ai pu parler avec d'autres victimes, on s'est rendu compte qu'il y avait un compte Snapchat secondaire, que sinon, il leur parlait sur Messenger, sur Facebook, sur Twitter. Tu sais, c'était vraiment, ou par SMS. Là, donc, c'était juste qu'ils utilisaient d'autres plateformes finalement, mais j'étais vraiment pas la seule. Pas du tout, là. Et toi, est-ce que vous aviez prévu de vous voir en vrai, ou est-ce que c'était prévu que ça reste virtuel? Il m'a souvent demandé de venir à Paris, mais évidemment, j'avais 16 ans. Je peux pas venir à Paris comme ça. Puis, comme j'ai dit, j'étais étudiante, tout ça, puis de toute façon, je serais jamais allée à Paris juste pour rencontrer Norman, malgré que ça m'a quand même passé par la tête, parce que j'étais vraiment... on devient complètement aveuglé par tout ça quand on est là-dedans, mais clairement, c'était pas possible. J'avais pas pu aller à Paris comme ça, mais il me l'a demandé plusieurs fois. Un jour, il m'a annoncé qu'il venait au Québec, donc il m'a dit « C'est sûr que quand je viens, on va se voir. » Il venait à l'été 2018, donc c'est ça, puis il me l'avait annoncé quelques mois avant de l'annoncer publiquement. Donc, on s'est dit, OK, c'est sûr qu'on va se voir quand que... Ben, c'est lui qui m'avait dit, on va se voir. Puis moi, ben, j'ai juste comme accepté, mais j'étais plus comme, ben oui, on va voir. Genre, parce que moi, je travaillais pendant l'été. Il fallait que, si je voulais le voir, il fallait que je prenne congé. C'était vraiment plus compliqué. Puis en même temps, ben, j'étais super stressée à l'idée je sais même pas si j'avais envie de le rencontrer parce que c'était déjà une relation super complexe que j'avais jamais vécue de cette façon-là. Tout était nouveau pour moi. Puis là, en plus, c'était quelqu'un que j'idolizais. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas. J'idolâtrais, ouais. J'idolâtrais, merci. mais ouais, c'est ça. Fait que je crois que j'étais pas... j'étais très stressée, puis c'était sûr que j'avais envie de le rencontrer. Mais évidemment, c'était plus compliqué que ça dans ma tête. Ouais. Toi, lui, il te demandait des photos intimes de toi, et lui, il t'en envoyait aussi de lui? Oui, mais beaucoup moins que moi ce que je pouvais lui envoyer, parce que bien évidemment moi je lui ai jamais rien demandé. Ça c'est pas ça qui m'intéressait. Moi j'avais juste envie de lui parler comme ça, mais non, il m'en a envoyé quelques-unes. Puis d'ailleurs on s'est rendu compte après que entre toutes les victimes qui nous envoyaient toutes les mêmes photos. Clairement il y avait un dossier qu'il utilisait pour tout le monde, mais ouais, il m'en avait envoyé quelques-unes, mais j'en ai envoyé beaucoup plus parce que ses demandes étaient beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus présentes. Puis moi, ben il y a jamais eu de demande de mon côté, en fait. C'était comme si ça venait avec, parce que vu qu'il m'en demandait, c'est comme si, je sais pas, il m'en envoyait pour le principe, j'imagine, j'ai aucune idée. Puis ça crée aussi un lien encore plus, puis t'as encore plus l'impression qu'il te fait confiance puis que c'est spécial, parce que je veux dire, ces photos-là, il est clairement identifiable. On voit pas son visage, mais on voit clairement que c'est Norman. Puis, je me disais, wow, il a vraiment confiance en moi, parce que si je publiais ça, n'importe qui... puis évidemment, jamais j'aurais fait ça, puis jamais je le ferais non plus aujourd'hui, mais c'est ça, clairement, je croyais que c'était un signe qu'il avait confiance en moi, puis qu'on avait vraiment quelque chose de spécial à ce moment-là, là. Et tu dis que ça a duré à peu près 9 mois. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que fallait arrêter, ou comment est-ce que ça s'est terminé, cette histoire? Mais j'ai l'impression que c'était avec beaucoup d'intermittence, parce que je dis 9 mois, mais ça arrivait parce que je pense qu'il y avait beaucoup voyagé pendant cette année-là, puis ça arrivait qu'on se parlait pas pendant 2 semaines, puis ça revenait après, ou
pendant 3 jours, on se parlait beaucoup, puis après, pendant 1 mois, c'était vraiment très moins présent. Donc, c'était vraiment avec intermittence, mais ça prenait toujours autant de place dans ma tête. Hein. Mais oui, c'est sûr que je me suis questionnée, j'en avais parlé avec des amis aussi. J'avais un ami en particulier où est-ce que lui, j'avais vraiment expliqué ce qui se passait, puis il dit « Je crois pas que c'est normal de faire ça », puis il m'avait envoyé des articles de loi qui disaient que c'était probablement illégal, puis moi, je me disais « Mais non, c'est pas comme ça, parce que, tu sais, je suis consentante, vu que j'apprécie, ben pas j'apprécie, parce que j'appréciais pas le côté intime puis le côté forceur qu'il y avait, mais j'appréciais lui parler, donc pour moi, c'était clairement pas quelque chose de grave à ce moment-là. Mais clairement, j'ai déjà essayé de lui en parler aussi, de dire je crois pas que c'est correct. Puis il me dit, il y avait vraiment sa façon de me rassurer. Puis j'ai voulu partir souvent à lui dire genre je crois que c'est mieux que je parte, que tu sais que c'est fini, tu sais qu'on arrête de se parler. Puis à ce moment-là, ben c'est là qu'il me rattrapait. Puis il revenait avec les mots doux, avec son intérêt pour ma personne et pas juste pour les photos. Donc ouais, j'ai l'impression que il me rattrapait quand il sentait que je partais, puis au contraire quand j'étais présente puis que j'avais comme besoin de lui pour juste je sais pas, m'amener du soutien ou juste discuter avec lui. Ah ben là, par exemple, il disparaissait. C'était vraiment comme le jeu du va-et-vient parfait de la manipulation pour se rattacher à quelqu'un. Donc ouais. Et du coup, ça s'est terminé comment, tout ça? Ben, il est venu au Québec, il est finalement venu au Québec. Il m'avait invité, en fait, il m'avait dit au début d'aller le rejoindre à l'aéroport. Donc là, j'avais loué une voiture, j'avais pris congé à mon travail d'été, tout ça pour aller le rejoindre pour finalement parce que à ce moment-là, je n'habitais pas à Montréal encore, j'habitais à 1h30 à peu près de Montréal. Donc c'est ça, j'avais loué une voiture le temps que je me rende là-bas. Puis j'attendais qu'il m'écrive pour me dire je suis arrivée, puis tu peux venir nous chercher ou un truc comme ça. Puis finalement, il m'a juste écrit genre 2 heures après que son vol se soit posé pour me dire ah ben écoute, finalement, ce soir, on va faire d'autres choses, donc on se verra pas. Puis là, moi, je me suis énervée un peu. Je fais non, mais c'est parce que tu réalises que j'ai loué une voiture. Mais je crois que j'avais pas dit que j'avais loué une voiture. J'avais dit parce que je voulais pas qu'ils pensent que je faisais des efforts, tu sais. Donc, je pense que j'avais juste dit tu sais, que j'avais fait toute la route, que j'avais pris congé pour ça, puis que là, tu me laisses comme ça la journée même dans une grande ville, parce que Montréal, c'est un peu le Paris le Paris du Québec, là. Puis je venais tout juste d'avoir mon permis aussi à ce moment-là. Donc, j'étais un peu énervée. Puis je crois qu'il avait continué de m'écrire, j'avais pas répondu. Puis quelques jours après, il m'avait demandé si je pouvais aller le rejoindre à son hôtel à Montréal ou je sais plus trop là, tu sais, pour comme aller le rejoindre pour qu'on soit ensemble. Puis j'ai dit écoute, je peux pas. Puis c'est juste jamais arrivé finalement. Puis après ça, je l'avais jamais supprimé, mais je lui avais jamais réécrit finalement. C'est juste que on dirait que je sais pas, ça faisait tellement longtemps. On dirait que ça l'a juste adonné que on a arrêté de se parler. Moi, je suis retournée avec un copain que j'avais eu, parce qu'avec intermittence, j'avais eu un copain aussi, mais c'était vraiment un petit copain de j'étais plus jeune, puis c'était vraiment une relation complexe, mais c'est ça. Donc, j'étais revenue avec ce copain-là, donc j'étais en relation, j'avais plus aucun intérêt à parler avec Norman, puis de toute façon, fait que c'est ça, quand il m'avait laissé comme ça, je me suis dit, mais c'est parce que ça fait des mois que tu me dis que cette journée-là, je dois être là, puis que c'est là qu'on se voit. Donc non, je pense que puis en même temps, je sais pas comment dire, j'étais énervée la journée que c'est arrivé, mais en soi, je sais pas, parce que j'étais tellement stressée qu'on dirait que ça m'a arrangé un peu. J'avais l'impression que la poussière retombait. Je me suis dit, bon, parfait, je peux juste retourner chez moi, tu sais, puis j'aurais pas à m'en faire avec ça. Mais, parce qu'honnêtement, j'avais un peu peur, parce qu'il était très... quand il me demandait des photos, c'était du sexting à un moment, là. Puis il était des fois très violent, genre pour... tu sais, qu'aujourd'hui, je verrais peut-être ça plus normal, comme quelqu'un qui aime être dominant au lit, mais comme une fille de 16 ans, clairement, pour moi, c'était problématique. Tu sais, il me disait vraiment des façons qu'il allait me prendre, des façons, tu sais, de qu'est-ce qu'il allait faire avec moi, puis honnêtement, ça me stressait de fou, parce que là, j'allais le rencontrer, est-ce qu'il allait vraiment faire ça ou on allait juste comme discuter puis aller prendre un café? Genre, je savais pas du tout à quoi m'attendre, puis moi, j'avais pas envie de coucher avec lui, j'avais pas envie de... Mais bref, c'était très complexe, puis en même temps, j'avais un peu l'impression d'être amoureuse de lui après tous ces mois-là.
Donc, c'était très, très complexe comme sentiment. Puis honnêtement, j'ai de la difficulté à m'en rappeler des fois. Je sais plus trop... Bah oui, normal. Ouais, c'est ça. Je sais plus trop comment que je me sentais à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que c'était tellement un mélange d'émotions? Est-ce que j'avais peur ou j'étais amoureuse puis j'avais tellement hâte de vivre mes premiers moments avec lui? Ou au contraire, ça me faisait terriblement peur? C'était peut-être un mélange au final. C'est ça, exactement. C'était un mélange des deux un peu. Puis c'est ce qui rendait la chose très malsaine. Ouais. Donc, ouais. Combien de temps tu as mis, toi, pour réaliser la gravité de ces actes après le moment où vous avez commencé à arrêter de parler, etc. Quand est-ce que tu t'es dit, ce qui se passait, en fait, c'était pas normal, il y a un truc bizarre? Bon, c'est vrai que même pendant que je lui parlais, j'avais déjà réalisé un peu que il y avait des trucs bizarres. Mais c'est vrai que j'ai vraiment réalisé, je crois, quand Squeezie avait fait son tweet de Balance ton youtubeur en 2018, ça avait été... c'était quelques mois après qu'on a arrêté de se parler complètement. D'ailleurs, c'est ça, j'ai oublié de dire parce qu'il m'avait reparlé à ce moment-là, mais je l'ai comme pas compris là-dedans parce que c'était pas la même chose, mais il m'avait réécrit quand Squeezie avait sorti le Balance ton youtubeur pour me dire de pas parler. Il m'avait dit... Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'était la dernière fois, ça, c'était vraiment la dernière fois qu'on s'était écrit. Donc, il savait très bien que ce oui, qu'il disait était totalement... il m'a pas dit directement parle pas, mais il m'a dit tu sais, si tu pourrais garder notre mais comme d'habitude parce que depuis le début qu'il me disait de garder ça secret, de pas en parler à personne. Mais là j'ai l'impression que c'était vraiment la panique là. Ouais, il y a eu un coup de pression. Oui, c'est ça là que donc il m'a vraiment dit ce serait mieux si tu gardais ça. Puis moi ben évidemment à ce moment-là, ça faisait à peine quelques mois qu'on avait arrêté de se parler, je me sentais un peu encore en peine d'amour de cette relation, entre guillemets, qui n'avait pas une relation. Hein. Donc, évidemment, je crois que j'avais répondu à un truc du genre courage dans tout ça. Genre, je lui ai souhaité courage, là, tu sais, comme j'avais vraiment aucune idée. Puis, j'avais pas Twitter, donc je pouvais pas voir ce qui se passait, s'il y avait des trucs qui sortaient sur lui, mais je savais que ça faisait beaucoup parler. Puis je crois que c'est là parce que j'ai vu à quel point il y avait beaucoup de monde qui l'avait accusé en 2018. J'avais l'impression rien d'aussi concret peut-être que tout ce qui s'est passé en 2020 là. Mais il y avait des choses qui avaient sorti puis je me disais waouh, juste le tweet de Squeezie qui était écrit tu sais, les youtubeurs qui profitent de leur notoriété sur des fans mineurs, je me disais, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, c'est là que j'ai vu que c'était vraiment une problématique, puis que, OK, je suis pas là... Genre, c'était vraiment un problème, c'était pas normal, tout ça, là. Quand est-ce que tu as décidé de commencer à en parler? Je suppose qu'à partir de ce moment-là, déjà, avec ce Balance ton youtubeur et tout, ça a dû commencer à tourner dans ta tête. T'as dû commencer à y réfléchir. Ben, en 2018, j'étais quand même encore jeune, j'avais 17 ans à ce moment-là. Puis honnêtement, j'avais pas du tout la force. Déjà, tout se passait sur Twitter, j'étais pas du tout réseaux sociaux à ce moment-là. Je pense que pas autant qu'aujourd'hui. J'aurais pas eu la force de faire ça. C'était tellement récent aussi. C'est comme je te dis, ça faisait juste quelques mois. Ouais. Donc clairement, j'étais pas prête à ce moment-là, mais c'est pas faux de dire que l'idée m'a passé par la tête quand même, mais j'aurais jamais été capable de faire ça, surtout qu'il était venu m'écrire pour me dire de pas en parler. T'avais un peu peur en soi. Oui, c'est ça. Ben, j'avais peur, puis surtout, j'avais, je sais pas comment dire, j'avais encore de l'affection pour lui à ce moment-là, malgré tout. Donc, j'avais l'impression que si je faisais ça, je lui faisais extrêmement du mal. Donc, j'aurais jamais osé faire ça à cet âge-là, puis à ce moment-là. Mais en 2020, il y a eu une vague de moi aussi, du hashtag moi aussi au Québec. Donc c'est ça, il y a eu beaucoup d'artistes, de chanteurs, d'animateurs, d'animatrices qui ont été dénoncés au Québec. Puis il y a particulièrement le témoignage de Safia Nolin, qui est une chanteuse au Québec, qui a dénoncé Marie-Pierre Morin, qui m'avait particulièrement touchée. Aucun rapport avec mon histoire, mais c'est juste que c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Ben, je l'apprécie toujours, Safia, là, mais c'est ça. Puis ça m'a vraiment inspirée à faire la même chose. Je me suis dit, c'est pas normal ce qui s'est passé. Puis je vois que lui continue à vivre sa vie comme si absolument rien n'était. Puis ça m'a traversé l'esprit de me dire, et si j'étais pas la seule? Genre, si on était plusieurs finalement, puis que je le savais pas, puis qu'il y en a d'autres qui pensent qui étaient comme moi, ou qu'au pire, il y en a encore qui vivent peut-être la même chose actuellement, même s'il y a un enfant, même s'il est avec Martha, on sait jamais. Donc, je l'ai vraiment fait pour ça, mais je crois que je me sentais déjà plus en paix à ce moment-là. Je l'ai pas... tu sais, on dit souvent qu'on dénonce pour libérer la parole ou pour... mais, tu sais, oui, je me suis sentie libérée, mais j'ai l'impression de l'avoir fait plus pour les autres que pour libérer ma propre parole, parce que j'étais déjà bien avec cette histoire-là.
Puis contrairement à ce que d'autres pensent, évidemment, quand j'ai fait ma dénonciation, il y en a qui ont dit « Ah, elle veut faire une vengeance » ou genre « Elle veut nuire, elle veut détruire sa vie ». Pas du tout. Honnêtement, là, je crois que je pensais encore qu'il y avait un bon fond. Je pensais vraiment qu'il allait, je sais pas, genre soit venir s'excuser ou j'avais un espoir que j'étais peut-être juste vraiment la seule puis que c'était genre une erreur de parcours, mais pas du tout. Le nombre de témoignages que j'ai reçus puis à quel point que lui a juste fait l'ignorance de tout ce qui s'est passé. Et comment est-ce que t'as fait cette dénonciation? Tu t'y es pris comment pour l'annoncer, en fait? J'avais fait un carrousel Instagram. J'avais écrit dans mes notes très rapidement d'ailleurs avec plein de fautes d'orthographe, avec des phrases qui faisaient pas toujours du sens. Puis j'avais essayé d'expliquer du mieux que je pouvais avec je crois qu'il y avait comme 7 photos dans le carrousel, c'est un texte qui était tellement long puis c'est devenu viral. Tout le monde, il y avait plein de gens qui l'avaient partagé, justement Safia que je te parlais avait partagé, puis là il y avait Pomme qui a partagé bref, plein de comptes féministes aussi. Je finirais pas de les nommer si je nommerais tout le monde qui a partagé mon témoignage, mais c'est vraiment devenu extrêmement viral, puis les médias s'en ont mêlés. Donc là, les médias ont commencé à faire les médias, plus des petits trucs à potins, là. Mais clairement, ça a commencé à en plus en parler. Ça l'a aussi explosé sur Twitter, mais encore une fois, j'étais pas sur Twitter, donc c'est des gens qui me l'ont dit. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé, mais j'ai dénoncé sur Instagram de base. Mais c'est ça, je pense qu'un an après, environ, il y a une entrevue qui est sortie avec Urbania. J'ai accepté de parler à visage découvert puis de expliquer ça en étant beaucoup mieux cadré que par mon carrousel Instagram avec plein de fautes d'orthographe. Ça a été vraiment bénéfique de faire ça. Je crois que pour la première fois, l'histoire était beaucoup plus claire. Ça a touché beaucoup plus de personnes parce qu'il y avait pas un texte de 10 minutes à lire avec plein de fautes d'orthographe avec l'accent québécois qui était très lisible dans mon texte. Donc ouais, je crois que ça a été vraiment bénéfique cette entrevue-là. Puis quand l'entrevue est sortie, je me suis permis de supprimer ma dénonciation de mon Instagram parce que ça arrêtait jamais. Il y avait toujours des commentaires à tous les jours, même si ça faisait longtemps que je l'avais publié. Donc ça s'arrêtait jamais. Donc j'ai juste supprimé la dénonciation qui était là. Puis je me suis dit, si les gens veulent des informations, ils vont trouver l'entrevue d'Urbania. Puis ça va être mieux comme ça. Du coup, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de partages, de retours, de messages? Comment est-ce que toi, tu as vécu ça, un peu cette vague de soutien aussi? Et puis, je pense aussi de haine. Je pense que tu as dû aussi recevoir des messages très désagréables. Comment est-ce que tu as vécu tout ça, toi? C'est difficile à dire parce que au début, je le vivais très, très mal. Puis plus que le temps avançait, plus que je me disais, mais concentre-toi sur tout le soutien que tu reçois parce que je recevais vraiment, sans exagération, là, je pense que j'avais plus de 10 000 demandes de messages sur Instagram. Il en rentrait une centaine par 5 minutes. C'était fou, là. Je refreshais. Je faisais un refresh de mes DM, puis ça apparaissait, puis c'était fou comment il y en avait. Puis en même temps, c'était un stress constant parce que je commençais à recevoir des témoignages, donc je me sentais que je devais que je devais rester stickée à mon téléphone pour être certaine de pas manquer une autre victime qui pouvait m'écrire pour pas la perdre dans la mort de messages que je recevais. Donc, puis c'est probablement arrivé parce que j'ai jamais réussi à suivre. Il y a plein de gens à qui j'ai jamais répondu finalement. Puis j'ai aucune idée s'il y avait peut-être des témoignages là-dedans. Juste à un moment donné, il y en avait trop. J'ai quand même mal vécu la haine, dans le sens que les trucs des gens qui me disaient qu'ils me croyaient pas, ça me touchait un peu moins. C'est sûr que ça me touchait, mais dans le sens, moi, je savais que c'était vrai ce que j'avais vécu, puis on était plein d'autres personnes, puis là, plus que ça avançait, plus que je recevais des témoignages. Donc, évidemment, c'était chiant, mais ça me touchait moins, mais il y en avait vraiment que c'était... c'est sûr que c'est pas vrai parce que t'as vu à quoi qu'elle a l'air. Genre, c'est sûr que Norman n'aurait pas été... Tu sais, ça s'attaquait vraiment à mon physique ou à la personne que j'étais. Puis avant tout ça aussi, j'avais genre une chaîne YouTube où je sais pas trop mon côté artistique qui ressortait à ce moment-là. Puis ça fait longtemps que, aussitôt que cette histoire-là est sortie, j'ai complètement arrêté de faire tout ça parce que, tout le monde me disait que c'était pour la notoriété alors que pas du tout. Puis c'était juste plus quelque chose qui m'intéressait. Mais tu sais, il y en a beaucoup, justement, qui utilisaient ça en disant, elle est active sur les réseaux sociaux, donc c'est clairement pour la notoriété. Puis ça aussi, je me disais, mais
parce que les gens, si tu fais un témoignage anonymement, les gens vont dire, ben, c'est pas vrai parce que la personne, elle utilise pas son vrai visage. Puis si tu l'utilises en montrant ton visage, en montrant qui tu es, ben là, automatiquement, c'est pour avoir de la notoriété. Donc, peu importe ce que j'aurais fait, c'est clair. il y aurait eu quelque chose qui allait pas. Mais vraiment, la vague de soutien que j'ai reçue, c'était incroyable. J'avais des messages de parents, de mamans qui me disaient, écoute, j'ai eu une discussion avec mes enfants, puis merci d'avoir parlé. J'avais même, vu que j'étais étudiante à ce moment-là, j'avais des gens de mon établissement scolaire, genre des enseignants qui m'ont envoyé des courriels pour me dire « Hey, j'ai tombé sur ton témoignage, puis félicitations, tu sais, je suis vraiment fière d'avoir une étudiante comme toi dans mon cours qui arrive à parler de ces choses-là. » Puis donc, c'était vraiment cool. Ça a touché beaucoup de gens, puis je pense que c'était ça le principal, c'était que de mettre les gens au courant, puis qu'ils soient à l'affût de ces choses-là, que ça arrive, puis pas juste avec Normand, avec peu importe quelle autre personnalité publique, qui c'est pas toujours ce qu'on pense. Et quand t'as vu que vous étiez beaucoup à avoir vécu la même chose, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là quand tu t'es dit waouh, en fait j'étais pas du tout la seule, les messages ils arrivent comme ça, les témoignages arrivent les uns après les autres, qu'est-ce que t'as ressenti? Ben ça faisait du bien à entendre, puis c'était difficile à lire, déjà, parce qu'il y a vraiment des histoires qui sont très, très différentes. Il y en a que c'est la même chose que moi, que c'était seulement à distance, mais la majorité l'ont rencontré. Donc, honnêtement, je me suis sentie chanceuse de l'avoir jamais rencontré parce que les histoires que ces filles-là ont vécues, c'est complètement horrible. Puis, non, ça m'a permis vraiment d'échanger avec des gens qui pouvaient comprendre ce que je ressentais, puis j'avais l'impression de plus me battre toute seule, même si eux étaient pas dans l'œil du public, mais j'avais l'impression qu'on était tous ensemble, puis j'ai porté plainte aussi, on l'a pas spécifié, mais je le dis, j'avais porté plainte comme une semaine après ma première dénonciation en juillet 2020. J'avais l'impression de pas faire ma plainte toute seule. Tu sais, il était là quand que j'avais des rencontres importantes, ou c'est vraiment, il me disait, on est là, on est avec toi, puis donc, c'est sûr qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus réticentes, mais la majorité était très ouverte à discuter avec moi, puis à échanger sur comment on se sentait, puis à quel point qu'on pensait tous que c'était bizarre quand on était avec lui, puis qu'il nous a tous dit que c'était pas bizarre, puis que tout était beau, puis finalement, ben non. Ouais. Et du coup, quand t'as témoigné, est-ce que lui, il a essayé de te recontacter d'une manière ou d'une autre, ou de te faire pression sur toi pour que tu te taises, ou... Pas du tout. J'ai reçu aucun message de sa part, aucun de personne. En fait, c'était juste, c'était un peu du bouche à l'oreille. J'avais l'impression qu'au lieu d'aller à moi, qui était comme la source de tout ça, il allait plutôt vers les personnes qui participaient puis qui m'encourageaient, je veux dire, là-dedans, un peu comme... Ben, tu sais, j'en avais parlé un peu, mais Pomme, quand elle avait partagé mon témoignage d'Urbania, je sais que elle s'est fait, l'attaché de presse de Normand avait appelé l'attaché de presse de Pomme pour qu'elle supprime ses stories, pour que, tu sais, donc c'était tout le temps, c'était vraiment de contacter les personnes qui m'aidaient puis qui participaient à ça, là. Donc, non, clairement, il m'a jamais contacté moi, mais il a pas hésité, ben surtout son attaché de presse en fait, là, qui a pas du tout hésité à rejoindre les autres personnes qui pouvaient partager ça. Ouais. Ok. Et tu parlais de la plainte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, un peu tout ton parcours là-dessus? Comment est-ce que tu as pris la décision de déposer cette plainte? Comment s'est passée la procédure judiciaire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ouais. Voilà. Tu nous expliquer un peu tout ça. Ben déjà, la plainte, je crois que j'aurais peut-être aimé la faire plus à tête reposée, disons, parce que, comme je t'ai dit, je l'ai fait comme une semaine après ma dénonciation publique, puis honnêtement, la raison pourquoi je l'ai fait, c'est que tout le monde dans les commentaires me disait « ça sert à rien de dénoncer sur les réseaux sociaux si tu portes pas plainte », puis tout le monde n'arrêtait pas de me dire ça, puis bon, au début, je pensais honnêtement qu'il y avait même pas d'article de loi, ou que, tu sais, je savais même pas que ça existait, même si mes amis dans le passé m'en avaient parlé, mais je croyais pas encore que ça se qualifiait de ça, mais je crois que le fait que les gens me poussaient à me dire « tu devrais porter plainte », puis en plus de tous les témoignages que je recevais, j'avais l'impression de le faire pour les autres un peu, au lieu de pour moi. Puis ça a évolué, ça, avec le temps, mais j'ai encore l'impression que je le fais aussi pour tous les autres témoignages que j'ai reçus, pour toutes les autres victimes. Mais je trouve ça juste dommage que c'est vrai qu'une grande partie, c'était vraiment une pression des gens dans les commentaires qui me disaient que ça valait rien si je portais pas plainte. Donc j'ai fait « c'est quoi, je vais le faire ». Donc je suis allée, j'ai porté plainte. Puis ça s'est quand même super bien passé.
j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été bien écoutée, mais c'était un nouveau policier qui avait pris ma déposition, donc bref, ça avait été un peu mal fait, puis finalement, ils l'ont comme... Après ça, j'ai été changée d'enquêteur, puis ils ont tout refait le dossier avec moi, mais j'ai été vraiment bien accompagnée dans tout ça. Mais les délais étaient extrêmement longs. Pendant des mois, j'avais plus de nouvelles. Puis, je veux dire que j'ai été persévérante parce que j'appelais pratiquement toutes les semaines pour avoir des nouvelles. Puis, à force de tout le temps appeler, ils se sont dit, d'après moi, on va travailler sur son dossier parce qu'elle arrête pas d'appeler. Donc, j'ai été très, c'est ça, persévérante à demander des nouvelles, puis de savoir ce qui se passait, puis de ça on était où, puis je posais beaucoup de questions à savoir pour les autres victimes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que la majorité sont en France, donc tous, en fait, sont tous en France, sauf moi. Puis j'ai dit que eux, comment ils font, est-ce que leur témoignage peut être utilisé au Québec, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est après quelques mois qu'ils ont pris la décision d'envoyer le dossier en France, puis là, c'est la première fois que je m'en parlais aussi ouvertement parce que je sais que ça va sortir quand que ces informations-là vont pouvoir sortir, donc je me permets de le dire. Mais dans le fond, au début, on pensait peut-être à une extradition pour le faire venir au Québec. Puis finalement, c'est pas possible parce que entre la France et le Québec, ils ont juste pas cette collaboration-là de possible pour cette infraction-là. Donc, c'est ça, ils ont pris la décision d'envoyer le dossier en France. Puis après quelques mois, le procureur de la République, je crois qu'on appelle ça ici, a donné le dossier à la Brigade des protections des mineurs à Paris. Donc là, ils ont le dossier depuis le mois de février, puis ils ont déjà interrogé plus d'une dizaine de victimes. Puis moi, quand j'étais à Paris au début du mois de juin, parce que là, on est en mi-juin, pour mettre en contexte, là. Donc c'est ça, quand que j'ai rencontré... je sais pas comment on appelle ça, une brigadière ou une gendarme, était super gentille. Encore une fois, je pense que j'ai vraiment énormément de chance parce que tout le monde me dit à quel point que c'est horrible puis que souvent ils prennent pas en considération puis ils prennent pas le temps puis finalement, je suis vraiment tombée sur des bonnes personnes qui ont pris au sérieux le dossier. Je sais plus que je vais en aller avec ça. Mais est-ce que du coup tu parlais des autres victimes qui ont témoigné, du coup elles ont aussi porté plainte ou c'est des témoignages ajoutés à ta plainte à toi? Tu sais comment ça fonctionne un peu? J'ai demandé un peu mais c'était pas super clair puis moi je m'y connais pas du tout là-dedans. Mais comme je te dis, elle en avait interrogé, fait que j'ai plus l'impression que ça fait comme ils ont pas besoin de porter plainte. Ça fait un dossier. Oui, c'est ça, c'est le même dossier pour tout le monde puis là, on va voir rendu là, mais à comment qu'elle m'avait expliqué, c'est que, par exemple, pour moi, pour les actions qui ont été posées, c'est corruption de mineurs, mais par exemple, avec une autre c'est vraiment une agression sexuelle, un viol, à ce moment-là, il peut être accusé de corruption de mineurs et de viol, même si c'est moi qui ai porté plainte, puis que techniquement, l'autre personne n'a pas porté plainte, mais il s'agit quand même de... Donc, ça l'entre vraiment tout dans la même plainte, finalement, donc ça fait qu'il peut être accusé de différents aspects, de différentes infractions, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Et donc là, effectivement, comme tu le précises, on est rendu en juin, enfin on est le 16 juin quand on enregistre ce podcast. Donc on ne sait pas quand il va sortir parce que l'idée c'est qu'il sorte au moment où tout sera rendu public et où du coup ça veut dire que quand il sortira il y aura un dénouement. Oui, c'est ça. C'est un petit peu stressant. Mais c'est fou parce que je sais que c'est sûr et certain que c'est supposé sortir la journée qu'il va être mis en garde à vue. Donc c'est fou parce que je me dis quand je vais entendre ce podcast-là, c'est quand je vais me réécouter, il va être en garde à vue. Donc, c'est fou de me dire que ça a été aussi loin. Déjà que ça a traversé l'océan, c'est très, très rare que les dossiers vont à l'international comme ça. Ça veut dire que j'avais assez de preuves, puis que tout ça était assez important pour traverser l'océan, puis aller jusqu'à la Brigade des protections des mineurs. C'est fou de me dire que c'est allé aussi loin que ça, puis que ça a été pris autant... avec autant d'importance. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'attends aujourd'hui de cette plainte quand tu te dis que voilà, il va être placé en garde à vue, etc. Toi, c'est quoi tes souhaits et tes attentes par rapport à ça, ou est-ce que juste tu as des attentes ou peut-être pas spécialement? C'est comme la fameuse question là. Tu sais, j'ai aucune idée. Sérieusement,
c'est comme quand j'ai porté plainte, j'avais aucune pensée. Je me disais, bon, je le fais surtout pour le principe de justice. Mais en soi, c'est quoi la justice? J'ai aucune idée, là, pour être honnête. Mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup qu'il avoue ses actions, j'avoue. Mais je crois pas que ça va arriver. En tout cas, j'en doute. Mais je crois que c'est surtout pour protéger les autres victimes. Puis, tu sais, là, peut-être que j'extrapole, mais je préfère m'inquiéter pour rien que de ne pas m'inquiéter du tout. Mais Martha, elle a une fille, Martha qui est la copine de Norman, elle a une fille de 12 ans, je crois, 13 ans. Donc je me dis, bon, elle est en train de devenir une adolescente, mais bon, en même temps, c'est pas une fan, mais vu l'attirance qu'il y avait clairement envers les adolescentes de 16 ans, puis il disait vraiment, là, c'était vraiment, j'aime le fait que tu sois plus jeune, tu sais, puis il aimait qu'on en joue un peu, là. Donc, clairement, moi, je trouve que c'est un danger qui habite avec cette jeune fille. Ouais, c'est sûr. Puis que lui-même a une fille. Donc, j'ai aucune idée. Sérieusement, je m'attends absolument à rien de tout ça. Mais j'espère juste que les jeunes filles qui vont être autour de lui vont juste être en sécurité. Mais sinon, de la plainte en soi, je sais pas. Je me dis que au pire, si après son garde à vue, il y a rien qui se passe puis qu'il a juste été mis en garde à vue, ben aussitôt qu'il va être mis en garde à vue, de toute façon, les médias vont s'emparer de l'histoire puis vont pouvoir enfin partager les témoignages de toutes les autres victimes qu'on parle depuis le début puis que ça a jamais pu sortir à cause de l'enquête qui est en cours. Donc, pour la première fois, vraiment, toutes les plaintes vont pouvoir sortir, les témoignages vont sortir. Donc, au pire, si c'est pas la justice qui s'en mêle, ça va être les médias qui vont faire une espèce de justice médiatique en soi. Là. Les gens vont vraiment savoir toute la vérité avec toutes les preuves, puis ça va être très... ça sera plus juste un témoignage, même si un témoignage est une preuve, on s'entend bien, là, mais ça va être très... ça va être vraiment différent. Ça va amener vraiment un autre angle à tout ça. Ouais, non, c'est intéressant que tu dises ça et en plus c'est quelque chose qui revient beaucoup. Enfin, moi-même je le vois sur mes réseaux sociaux et tout. Il y en a beaucoup qui condamnent justement cette justice médiatique en disant c'est pas aux médias de faire la justice, etc. Et sauf qu'au final, on se rend compte que la réalité c'est que souvent il y a pas de justice. Exactement. Justice. Mais tu sais, il faut réaliser quand même que là, on a plus d'une trentaine, si c'est pas une quarantaine de témoignages, que la majorité c'est des témoignages avec preuves. Donc genre, si vraiment la justice fait rien, il y a clairement un problème. Ouais. Mais vraiment, parce qu'on a beaucoup de preuves matérielles, des messages, vraiment, on a tout, là, genre, c'est improbable si ça va pas plus loin. Mais c'est quand même possible parce que la justice étant ce qu'elle est. Ouais. Donc, en soi, je comprends qu'il y en a qui condamnent la justice médiatique, mais si la vraie justice fait absolument rien puis qu'on voit très bien qu'il y a une infraction quand même, en tant qu'ailleurs, moi, je vois pas le mal de ce que les médias s'en mêlent puis qu'ils s'en occupent, honnêtement. C'est clair. En tout cas, on verra ce que sera l'issue exactement. de tout ça. Et toi, du coup, où est-ce que t'en es aujourd'hui par rapport à cette histoire Est-ce que t'as trouvé du soutien auprès de tes proches, de ta famille Comment est-ce que tu vas? Oui, ben ma famille déjà a super bien réagi face à toute cette histoire-là. J'en avais déjà parlé à ma maman avant de publier mon premier témoignage en 2020. Donc, j'ai été super bien accueillie puis super bien soutenue par tout le monde autour de moi. Mais j'avoue que je crois que ce qui m'aide le plus, c'est le groupe de victimes qu'on a créé. Là, sur les quarantaines de victimes, il y en a une quinzaine qui ont accepté de faire partie d'un groupe. Donc là, on a comme un groupe chat sur Instagram, ce qui nous permet d'échanger sur les différentes rencontres qu'on peut avoir chacun de notre côté, ou les journalistes aussi, parce que vu qu'on est en contact avec les médias, ben différents journalistes ou différentes nouvelles ou différentes personnes qui peuvent nous contacter. Puis c'est ça, donc ce groupe-là, on s'est appelé les Audacieuses, histoire de se donner un nom. Puis vu que Norman a beaucoup d'audace, on s'est dit on va faire un petit jeu de mots avec ça. Donc on est les Audacieuses, puis c'est ça, on est une quinzaine là-dedans, ce qui fait qu'on est vraiment un groupe. C'est comme là, avant de tourner le podcast, je leur ai dit hey, je vais enregistrer un podcast, les filles, puis là, ils sont tous comme « Yeah! On est avec toi! » Donc, j'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient assis avec moi, c'est juste que c'est moi qui est comme la porte-parole, mais je sais que je suis pas toute seule là-dedans. Donc, c'est vraiment ce qui m'aide le plus, parce que c'est des gens qui ont vécu la même chose ou plus, mais qu'on connaît tous le vrai Norman de comment il a agi avec nous. Donc, on est tous ensemble là-dedans.
Ok. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu vas mieux par rapport à cette histoire? Tu t'es remise? Oui, ben évidemment, je sais que c'est pas terminé. Tu sais, tout le processus de justice va être extrêmement long et probablement très pénible, mais je crois que j'en ai déjà fait un bon bout. Ça fait quand même 2 ans que je suis dans ce processus de justice-là. Mais en vrai, ça va beaucoup mieux. Je suis en voyage en France. C'est con, mais j'aurais jamais... tu sais, dans le temps, il m'a tellement dit souvent « viens à Paris », que quand j'ai mis les pieds à Paris puis que j'étais devant la Tour Eiffel, je me suis dit « wow, je suis ici à 21 ans devant la Tour Eiffel », puis j'ai dénoncé... Bref, on dirait que c'était comme une réalisation de me rendre compte que je suis capable de venir ici en France toute seule, puis de rencontrer tout plein de personnes, parce qu'en soi, je veux dire, je te connais aussi grâce à cette histoire-là. Oui, la majorité des personnes que je rencontre, ben il y a beaucoup de victimes que je vais rencontrer aussi pendant le voyage, mais il y a beaucoup de gens aussi, je me suis créé des amitiés avec tout ça. Donc ouais, non, ça va très très mieux maintenant, malgré que ça a eu des conséquences quand même dans le passé, puis encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins présent. Ok. Bon bah super. Et quel message tu voudrais passer du coup aux personnes qui écoutent cet épisode? S'il y a un message que tu as envie de passer. Je dirais de croire les victimes quand elles dénoncent, puis de pas faire confiance à des personnes qu'on voit juste sur Internet, même si on a l'impression que c'est leur vraie vie, puis que c'est la vraie personne qu'on a en face de nous, de pas faire confiance aussi facilement. Puis de toujours rester alerte à tout ça, puis de se dire que les personnalités puis les youtubeurs sont pas toujours ce qu'on pense qu'ils sont. Donc ouais, ce serait ça. Ok. Et du coup, la dernière question du podcast, qu'est-ce que toi tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu as envie de transmettre aux personnes qui écouteront cet épisode? Ben, j'aimerais beaucoup... j'espère qu'un jour la justice va vraiment bon, j'espère que dans mon cas ça va bien fonctionner, sauf que j'avoue que j'espère qu'un jour ça va vraiment fonctionner, puis qu'on n'aura plus besoin justement d'utiliser la justice médiatique. Mais je dirais avoir espoir d'un monde meilleur où il va y avoir beaucoup moins d'agression puis d'abus de pouvoir, on peut dire ça comme ça, d'abus de notoriété comme ça. On mérite mieux que ça. On est plus forte que ça. Eh ben merci beaucoup, merci beaucoup Maggie pour ton témoignage. C'est vrai que c'est un épisode un peu particulier vu qu'on se dit on sait pas quand il va sortir, on va vraiment être dépendant de comment est-ce que au final cette affaire va évoluer. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir confié tout ça. Et si il y a d'autres choses importantes qui se sont passées entre le moment où on enregistre cet épisode et le moment où tout ça devient public, je rajouterai une petite note avec un petit update. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait confiance pour raconter tout ça. Et puis d'être venu jusqu'à chez moi à Nantes. Oui. Pour raconter tout ça. C'était très, très cool. Merci beaucoup Maggie et puis à bientôt. À bientôt. Someday I wish upon a star. Wake up when Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et surtout, merci à Maggie d'avoir accepté de me faire confiance pour me raconter son histoire. Elle aura besoin de soutien lors des prochains jours pour affronter la tempête médiatique, les commentaires sur les réseaux sociaux et les menaces qui pèsent sur les victimes qui parlent. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @overtherainbow pour retrouver des extraits de l'épisode mais aussi bien d'autres contenus féministes et LGBTQ+. Merci pour votre écoute et à très bientôt. way up high, and the dreams that you dare to